troisième et dernière vidéo concernant la leçon sur l'oxydoréduction en chimie organique. Concernant les exemples qu'on a vus jusqu'à présent, c'était des réactions d'oxydation. Dans le dernier paragraphe, on va maintenant parler des réactions de réduction sur un exemple assez précis, celui de la réduction des aldéhydes et des cétones. Alors ces aldéhydes et ces cétones, on les a déjà croisés plusieurs fois dans les leçons, donc je ne vais pas les représenter entièrement. Et simplement, je vous parle ici de ce à quoi correspond la réduction de ces composés. Si on démarre d'un aldéhyde de formule générale comme celle-ci, RCHO, eh bien, si on réalise une réduction, on va obtenir à la fin un alcool secondaire. On observe qu'il y a une réduction puisque le nombre d'oxydation du carbone fonctionnel qui est ici et qui se retrouve là dans le CH2, ce nombre d'oxydation va diminuer. On peut aussi le voir simplement avec le nombre de liaisons que fait ce carbone avec l'oxygène. On remarque donc que lorsqu'on fait la réduction d'un aldéhyde, on obtient un alcool primaire. Ça, c'est un résultat qu'on pouvait tout à fait attendre, vu qu'on a vu dans la partie grand 2 que lorsqu'on oxyde un alcool primaire, on obtient un aldéhyde. Les transformations pouvant être du coup réalisées dans les deux sens. En ce qui concerne les cétones, les fragments R1 et R2 sont différents de l'atome d'hydrogène, et lorsqu'on fait la réduction, eh bien, on obtient un alcool secondaire, et je me rends compte que j'ai oublié d'écrire le fragment R2, donc on va l'ajouter, le voici. Et encore une fois, pas de surprise ici, puisqu'on avait étudié au paragraphe grand 2 que lorsqu'on oxyde un alcool secondaire, on obtient une cétone. Encore une fois, ici, on a un caractère renversable de la transformation. En ce qui concerne maintenant les deux réactions qu'on observe ici, du point de vue de l'équation bilan, à quoi a consisté la réduction? Eh bien, si vous regardez d'abord l'aldéhyde, on a ces doubles liaisons O avec un hydrogène, et pour passer à l'alcool primaire, d'un point de vue formule chimique, on a ajouté deux atomes d'hydrogène. Donc la réduction peut être vue, entre guillemets, comme si on ajoutait une molécule H2 à l'aldéhyde. En ce qui concerne une molécule de la famille des cétones, c'est la même chose. On a des hydrogènes qui viennent se greffer sur le carbone fonctionnel et sur l'oxygène. Donc la réduction, d'un point de vue formel, c'est encore une fois une addition de molécules de dihydrogène. Alors, il ne faut pas s'étonner que ce soit une addition de dihydrogène, puisque en oxydoréduction, on a déjà parlé de H2, et on sait qu'il s'agit du réducteur appartenant au couple H2O-H2. Étant donné que c'est un réducteur, on peut donc avoir comme première idée, pour faire cette transformation, d'utiliser le réactif H2. Alors, on va voir tout de suite que cette première idée va devoir être un petit peu affinée. En effet, lorsqu'on prend le dihydrogène comme réactif, eh bien, si on le met seul face à un aldéhyde ou une cétone, il va falloir une pression très élevée de dihydrogène pour avoir une réaction avec une vitesse satisfaisante. Si on veut augmenter la vitesse, eh bien, on pense à utiliser une catalyse. En l'occurrence, les catalyses pour faire de l'hydrogénation, elles sont relativement bien connues, vu qu'on en fait beaucoup, notamment dans l'industrie pétrolière. Et on peut par exemple penser à utiliser du cuivre comme métal catalyseur. Dans ce cas-là, il faudrait une pression en dihydrogène de 10 à 100 bars. Ou alors, des métaux un peu plus rares, plus coûteux aussi, comme le palladium ou le ruthénium, qui permettent de travailler avec moins de dihydrogène, avec des pressions partielles de 1 à 4 bars. Quels sont les problèmes du travail avec le dihydrogène? Eh bien, tout d'abord, il s'agit d'un gaz. Alors ça nécessite des installations particulières, il peut y avoir éventuellement des fuites, et en l'occurrence, les fuites de dihydrogène peuvent être très lourdes de conséquences, vu que c'est un gaz très inflammable. Je vous ai mis là entre parenthèses Hindenburg, c'est le nom d'un ballon dirigeable qui a pris feu. C'était un ballon dirigeable gonflé avec le dihydrogène, puisqu'il est moins dense que l'air. Et depuis cet incident, eh bien, les ballons dirigeables, il n'y en a plus des masses, et si jamais ils sont gonflés, ce sera soit à l'air chaud, soit à l'hélium. De plus, autre difficulté, cette fois-ci plus propre à la réactivité chimique, H2 est un réducteur relativement puissant, et par conséquent, dans une molécule qui comporte plusieurs fonctions chimiques, il est rare que l'aldéhyde ou l'acétone soit la seule fonction réactive avec H2. En d'autres termes, lorsqu'on souhaite viser l'aldéhyde ou l'acétone d'une molécule, il est très probable que d'autres fonctions soient également réduites par le dihydrogène, et donc on a ici un problème de chimiosélectivité. Pour ces deux raisons, cette première idée, eh bien, on ne va pas la retenir, il va falloir utiliser un autre réactif permettant de réaliser la transformation.
L'idée numéro 2 elle découle de travaux qui étaient initialement des travaux de recherche de la bombe atomique. On s'est rendu compte que certains composés contenaient de l'hydrogène et des métaux. Et parmi ces composés, il y en a un qui a été mis en évidence, un réactif solide, donc plus facile de se protéger par rapport au cas du dihydrogène, et également plus chimio-sélectif, donc plus intéressant pour le chimiste de synthèse. Donc, après ces travaux qui ont été jugés d'abord ratés, on a détourné en quelque sorte l'utilisation de ce composé, et on voit encore aujourd'hui, il est très utile dans les réactions de réduction. Sa formule chimique, la voici, NaBH4. Alors, ce composé, c'est un composé ionique, on pourrait très bien écrire Na+, virgule BH4 moins. Et concernant son nom, eh bien, BH4-, c'est un ion qu'on va nommer comme un complexe. Donc, eh bien, on a 4 atomes d'hydrogène qui ont un caractère hydrure, on va le justifier dans un instant. Et donc, ce sera du tétrahydruroborate. On met le suffixe at car il y a un signe moins sur cet ion. Tétrahydruroborate de sodium. Si on s'intéresse à la représentation de Lewis de ce composé, on va avoir l'ion Na+, qui assure l'électroneutralité, et l'ion tétrahydruroborate, dans lequel le bore va être représenté tétravalent et porteur d'une lacune pas d'une lacune du tout, mais d'une charge formelle négative. Dans cette structure, il est à noter que le bore est moins électronégatif que l'hydrogène. Et ça a une conséquence importante. Ça veut dire que les effets inductifs vont apporter au niveau des atomes d'hydrogène une densité électronique assez élevée. C'est-à-dire que bien que la charge formelle pour Lewis soit portée par l'atome de bore, en réalité, la densité électronique est plus proche des hydrogènes que du bore. Donc les effets inductifs, on va les représenter comme ceci. Ils vont à chaque fois vers les hydrogènes. Par conséquent, ces hydrogènes, enrichis en électrons, vont avoir un caractère d'hydrure. En plus, on constate que sur l'ion BH4-, il y a 4 de ces hydrogènes, et donc, a priori, tous les 4 sont réactifs. On va critiquer un petit peu ça quand on parlera du mécanisme réactionnel tout à l'heure. En ce qui concerne maintenant du coup la réactivité du tétrahydruroborate, le sodium lui va jouer le rôle de contre-ion, on ne va pas s'intéresser à son intervention dans la réaction chimique. Eh bien, étant donné qu'il y a des hydrogènes à caractère hydrure, on a déjà croisé ces composés-là, on sait que les hydrures comme NaH par exemple, un hydrure métallique, a un caractère basique. Mais on sait aussi que le caractère basique et le caractère nucléophile sont en compétition. Donc ici, BH4- va avoir tout à la fois une réactivité basique et également une réactivité nucléophile. En ce qui concerne l'équilibre de ces deux réactivités, le caractère basique est peu marqué. C'est-à-dire que c'est une base qui n'est pas très forte, voire même pas forte du tout. Pour s'en assurer, eh bien, on peut constater ici que dans l'isopropanol, alors l'isopropanol c'est un alcool, du couple alcool-alcoolate, eh bien, l'ion BH4- est stable vis-à-vis de la molécule d'isopropanol. Donc les hydrures présents dans BH4- ne sont pas suffisamment basiques pour arracher le proton de l'isopropanol. En ce qui concerne le méthanol, même chose, si on travaille à 0 degré Celsius, les hydrures de BH4- ne sont pas une base suffisamment forte pour arracher le proton acide, celui relié à l'atome d'oxygène. En ce qui concerne maintenant le côté nucléophile, eh bien, il est prépondérant par rapport au côté basique, mais c'est un nucléophile plutôt mauvais.
Alors, nucléophile mauvais, ça veut dire que la vitesse de réaction faisant intervenir les ions BH4- va être plutôt faible, hein. Souvenez-vous que nucléophilie et électrophilie sont avant tout des notions cinétiques. Donc je vous marque ici vitesse faible pour traduire le côté nucléophile un petit peu mou. Le dernier point que nous allons mettre en évidence, eh bien, ça vient du fait que dans BH4-, il y a 4 hydrogènes à caractère hydrure. Par conséquent, pour réduire un équivalent d'aldéhyde ou de cétone, eh bien, il suffira en théorie de mettre 4 fois moins, soit 0,25 équivalent de NaBH4. Donc 0,25 équivalent, ça c'est le minimum théorique. En réalité, dans la pratique, il peut y avoir des réactions parasites, par exemple avec de l'eau, si les solvants utilisés ne sont pas parfaitement anhydres, ou si on travaille dans le méthanol mais pas à 0 degré Celsius, il peut y avoir une certaine réaction, enfin un pourcentage non négligeable de réaction entre le tétrahydroborate et le solvant lui-même, et donc ça va consommer une partie du réactif. Donc lorsqu'on écrit 0,25 équivalent de NaBH4, c'est le minimum théorique. Dans la réalité des choses, on en mettra toujours un petit peu plus. Dans l'objectif, évidemment, d'avoir une réduction de l'aldéhyde ou de l'acétone qui va être quasi totale. Alors, dans le paragraphe petit 2, on va maintenant regarder comment réaliser la réaction de réduction avec NaBH4. Tout d'abord, en ce qui concerne les proportions. Vu qu'on a 4 hydrogènes à caractère hydrure dans BH4-, on va pouvoir mettre 4 molécules d'aldéhyde ou de cétone. Là, comme d'habitude, je travaille sur un exemple particulier avec une molécule de la famille des cétones, mais on aurait pu prendre un aldéhyde. Ça fonctionnerait de façon analogue. Donc on prend 4 fois plus de cétone que de réducteur NaBH4. On va travailler là ici dans un solvant qui est le méthanol, et le solvant utilisé doit être protique. On va voir pourquoi au moment de l'écriture du mécanisme. Lors de la réaction numéro 1, celle que j'ai écrite en horizontal, eh bien, l'hydrogène à caractère hydrure va venir s'associer au niveau de l'atome de carbone fonctionnel, on va le voir au moment du mécanisme. L'oxygène va se transformer en oxygène O-, ça va donc devenir un ion alcoolate, et les ions alcoolates vont venir s'accrocher au niveau de l'atome de bord. Donc on obtient, après les 4 réactions qui ont lieu plutôt de façon successive, c'est plus probable, on obtient ce composé-là qu'on pourrait appeler un ion tétraalkoxyborate. Évidemment, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas cet ion particulier, on veut former un alcool par réduction. Et pour ça, il nous faut passer de l'alcoolate vers l'alcool. Afin de réaliser cette transformation, une réaction d'hydrolyse va donc être menée. C'est le rôle de la deuxième transformation. Donc, la molécule d'eau qui est ici va se scinder en deux, et ça va avoir lieu pour chacun des 4 fragments alkoxy. L'atome d'hydrogène va venir se mettre au niveau de l'atome d'oxygène qui était initialement ici l'oxygène analogue à un alcoolate. Et l'ion hydroxyde, H-, va venir s'associer au niveau de l'atome de bord pour donner le composé que j'ai écrit à droite, qui serait du coup du tétrahydroxydoborate. En réalité, cet ion, on pourrait très bien l'écrire entre guillemets. C'est un ion qui possède des propriétés acido-basiques, et comme on l'a déjà étudié, en fonction du pH, la forme d'une espèce acido-basique va être différente. Par conséquent, rien ne nous dit qu'à la fin de la transformation, c'est cette forme-là qu'on aura. En réalité, ça dépend du pH.
Sur l'exemple que je vous ai proposé, qui est issu de la littérature, l'ensemble de ces deux transformations nous permet d'arriver à cet alcool secondaire avec un rendement qui est un bon rendement de 82%. Alors, en ce qui concerne l'écriture du mécanisme réactionnel, je vais vous donner trois versions. La première version, c'est ce qu'on va voir tout de suite, la plus simple. Je vous déconseille de l'écrire dans vos copies, puisque en général, ce qui est le plus simple, c'est aussi ce qui est le moins juste, en tout cas le moins proche de la réalité. Pour comprendre d'où proviennent ces écritures, BH4-, on a dit que c'était un réactif contenant des hydrogènes à caractère hydrure nucléophile. Donc, on va commencer par écrire que BH4- contient 4 hydrures nucléophiles et là je vais prendre une notation qui est un raccourci de BH4-, je vais noter ça entre guillemets H avec un doublé non-liant et une charge moins et un petit indice NU pour préciser que là c'est un hydrure nucléophile que je considère. Évidemment, ce que je mets là entre guillemets, ce n'est pas une espèce chimique réelle. Ça nous permet juste de trouver facilement le produit de la réaction. Si je reprends le substrat qu'on avait juste avant, donc je reprends l'acétone de tout à l'heure, on va écrire le mécanisme réactionnel avec cette espèce fictive hydrure nucléophile. En ce qui concerne la réaction qui est à écrire, eh bien, c'est tout à fait analogue à ce qu'on avait vu par exemple dans le cadre de l'addition d'un organomagnésiien mixte. L'organomagnésiien joue le rôle de nucléophile, les aldéhydes et les cétones jouent le rôle d'électrophile. On peut le justifier par exemple en mettant en évidence la polarisation de la liaison delta+, delta- pour la double liaison carbone-oxygène. Le nucléophile va donc attaquer le centre électrophile, c'est-à-dire l'atome de carbone. La flèche verte correspond à la formation d'une liaison. Les électrons vont donc être poussés vers l'atome d'oxygène qui va devenir, de façon transitoire, un ion alcoolate. On obtient au cours de ce premier acte élémentaire a priori renversable cette entité qui n'est rien d'autre qu'un ion alcoolate. Concernant l'hydrure nucléophile, il est venu s'additionner, si vous voulez le dessiner, il est ici. Et au moment où il se lie avec l'atome de carbone, il devient un hydrogène, entre guillemets, tout bête. En tout cas, c'est juste une liaison CH classique. En ce qui concerne ce premier acte élémentaire, on constate que le nombre d'insaturations diminue, puisque la double liaison disparaît. C'est donc une addition qui a lieu, et puisque le réactif est nucléophile, il s'agit d'une addition nucléophile. L'alcoolate qui est ici, dans la réalité des choses, il n'existe pas. On a vu précédemment qu'il y avait 4 alcoolates qui venaient complexer l'atome de bore. Eh bien, dans la deuxième étape, on en réalise l'hydrolyse. Donc pour ça, on va faire intervenir maintenant une molécule d'eau. Et donc pour faire l'hydrolyse, eh bien ici c'est une transformation acido-basique. L'ion alcoolate va jouer le rôle de base, l'eau va jouer le rôle d'acide. L'ion alcoolate va donc capter le proton de la molécule d'eau, libérant les électrons vers l'atome d'oxygène. Et on va donc obtenir à l'issue de cet acte élémentaire un alcool secondaire. Je vais remettre l'hydrogène qui s'est additionné, plus un ion hydroxyde. Donc si jamais vous n'avez plus du tout de souvenir du mécanisme qu'on va détailler là dans la suite, vous pouvez éventuellement mettre celui-ci, mais je ne suis pas certain que ça vous permettrait d'accéder à tous les points de la question. Alors, on va voir maintenant des mécanismes plus proches de la réalité. Alors ces mécanismes, il faudra les choisir en fonction d'une espèce chimique qui sera ou non introduite dans le milieu. Vous allez voir que c'est facile de le reconnaître. On va partir d'un constat. Je vous ai dit tout à l'heure que BH4-, c'était un nucléophile peu réactif.
Étant donné qu'il est peu réactif, ça veut dire que si on le met sur un aldéhyde ou une cétone, qui sont des électrophiles de qualité moyenne, la réaction qu'on va obtenir sera très lente. Donc là, on note la première conclusion. Lorsqu'on fait la réaction entre BH4- d'une part, un aldéhyde ou une cétone d'autre part, on a une réaction lente. Ça, c'est un problème. On veut évidemment avoir des réactions relativement rapides puisque le temps, c'est de l'argent. Afin de rendre la réaction plus rapide, il faut alors avoir conscience qu'on a vu une stratégie de synthèse. La stratégie en question, c'est la leçon C9L1. Il s'agit de l'activation de groupes caractéristiques. En l'occurrence, on sait activer l'électrophilie des aldéhydes et des cétones. Pourquoi est-ce qu'on va apporter notre attention sur aldéhyde ou cétone? Eh bien simplement parce que il n'y a pas de méthode d'activation qu'on a déjà vue sur BH4-. En réalité, il n'y en a même pas du tout. C'est un réactif qui s'impose de lui-même puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, il est plus sélectif et plus facile de s'en protéger que le dihydrogène. Donc là, ici, il va falloir activer soit l'aldéhyde ou l'acétone. Je vais marquer, il faut activer le composé carbonylé. Dans la leçon C9L1, on a vu comment réaliser cette activation en utilisant un proton H+, qui est aussi par conséquent un acide de Lewis. Cette utilisation de H+, je ne vais pas revenir dessus pour une raison qui est assez simple et que je vais vous proposer tout de suite. BH4- n'est pas stable vis-à-vis de H+. En effet, BH4-, il a un caractère basique qui est légèrement présent. H+, eh bien lui, c'est un acide. Et si vous mettez un acide en présence d'une base, il va y avoir une réaction acido-basique qui n'est pas la réaction souhaitée. Cette réaction, elle va détruire le réactif BH4- et par conséquent, on ne pourra pas faire la transformation. L'idée, c'est de se dire, eh bien, l'hydrogène sous sa forme H+, ce qui nous intéresse, c'est son caractère acide de Lewis, puisqu'il va pouvoir, grâce à ce caractère, s'associer à l'atome d'oxygène. Est-ce qu'il y a dans la classification périodique d'autres éléments qui pourraient réagir de façon un peu similaire? Eh bien, on analyse le fait que, dans une colonne, les configurations électroniques de valence sont analogues. L'élément qui est juste en dessous de l'hydrogène, c'est le lithium. Et si on s'intéresse à l'ion lithium+, il s'agit d'un acide de Lewis. Et par conséquent, tout comme l'hydrogène, il va avoir un certain côté oxophile, c'est-à-dire qu'il va pouvoir former des liaisons datives avec les atomes d'oxygène qui sont eux porteurs de doublés non-liants. Ainsi, pour faire l'activation électrophile du dérivé carbonylé, on peut ajouter des solides ioniques contenant du lithium sous sa forme Li+. Ces solides ioniques contenant du lithium, c'est souvent ce qu'on appellera, dans le langage habituel, des sels de lithium. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces sels de lithium sont source d'ions Li+. Ça veut donc dire que si sur une flèche,
Vous voyez le lithium associé à un anion, pensez que ça peut éventuellement être pour une activation électrophile d'aldéhyde ou de cétone. Bien donc, dans un premier temps, on va écrire maintenant le mécanisme réactionnel plus proche de la réalité. On ne va pas le détailler entièrement, hein, dans le cas où on a introduit volontairement dans le milieu réactionnel des ions Ali+. On a vu précédemment que l'activation électrophile de l'aldéhyde ou de l'acétone était nécessaire, et donc, comme on l'a déjà écrit plusieurs fois dans les mécanismes, on va commencer par écrire l'activation électrophile. Pour ça, je vais reprendre l'exemple précédent avec la même cétone. Et je vais la faire interagir avec le lithium+. Alors le lithium, il a 4 orbitales atomiques de valence, on peut donc lui rajouter 4 lacunes électroniques pour montrer son caractère accepteur d'électrons. Ce qui va pouvoir se produire, c'est alors une chélation, c'est-à-dire une interaction par liaison dative entre un double non-liant de l'oxygène et une lacune électronique du lithium. On va obtenir au final le lithium qui va interagir avec l'atome d'oxygène. Et cette interaction, c'est donc une chélation. On appelle souvent une interaction engageant un métal et un site donneur d'électrons sous ce terme-là, chélation. Lorsque le chélate qui est à droite est formé, eh bien, ces petits pointillés verts signifient qu'il y a une partie du double non-liant de l'oxygène qui va combler partiellement ou totalement la lacune du lithium. Ainsi, l'atome d'oxygène qui est ici est légèrement appauvri en électrons par la chélation qui est réalisée. S'il est appauvri en électrons, ça veut donc dire qu'il va tirer sur la liaison de façon à approcher de lui des électrons. Donc là, ici, ce que je représente en rouge, c'est un effet inductif attracteur de la part de l'oxygène. Cet effet inductif attracteur va augmenter la charge partielle portée par l'atome de carbone auquel l'oxygène est relié. Donc si on voulait noter ça, on mettrait ici en évidence une charge partielle sur le carbone delta 1+, et à l'état final, on aurait sur le même carbone une charge partielle delta 2+, avec delta 2 strictement supérieur à delta 1 à cause de l'effet de la chélation. Une fois que cette activation a été réalisée, on va rajouter ici qu'il s'agit de l'activation électrophile. Dans un second temps, ce qui va se passer, c'est que BH4-, mauvais nucléophile, va pouvoir réagir avec l'espèce activée. Donc on va réécrire cette espèce. Plus le tétrahydroborate de sodium, et ce qui va se produire à ce moment-là, c'est une réaction faisant intervenir plusieurs déplacements électroniques simultanés. Les hydrogènes à caractère hydrure, tout se passe comme si la liaison bore-hydrogène leur appartenait. Ils vont donc utiliser les électrons de cette liaison, enfin un de ces hydrogènes va utiliser les électrons pour venir attaquer le carbone fonctionnel. Au moment de cette attaque, la liaison carbone-hydrogène est en cours de formation et l'oxygène va donc récupérer des électrons et il va s'en servir pour venir directement se lier au niveau de l'atome de bore. Au cours de ce processus, on va donc former en ce qui concerne d'abord le fragment carboné, voici ce qu'on obtient. L'oxygène s'est lié à l'atome de bore. Concernant ce qui se passe au niveau du bore, il y a un hydrogène qui a réagi et 3 qui restent présents sans avoir réagi. Le bore porte toujours la charge formelle négative et on va avoir
l'ion sodium et l'ion lithium qui vont être à proximité. On constate du coup que le lithium va avoir un rôle catalytique. Arrivé à cette étape, on se rend compte qu'il reste 3 fonctions réactives au niveau de l'atome de bord, et donc ces réactions, cette addition, pardon, c'est pas une addition, mais cette transformation, si, c'est une addition puisque le nombre de doubles liaisons diminue. Donc l'addition de l'hydrure sur d'autres molécules de cétone peut encore être réalisée 3 fois. Donc là ici, on va réaliser 3 transformations analogues à celle-ci, faisant intervenir 3 molécules de cétone, et je m'aperçois que pour l'acétone, j'ai oublié d'écrire le fragment tertiobutyle au fur et à mesure, je vais donc le rajouter. Le voici. Donc on reprend 3 nouvelles molécules de cétone, et on obtiendra à la fin le tétraalkoxyborate. Et une fois que ce tétraalkoxyborate est formé, on va pouvoir écrire la réaction d'hydrolyse. Et donc pour l'hydrolyse, j'ai repris ici l'écriture du tétraalkoxyborate. J'ai mis 3 fragments alkoxy sur la gauche. Ceux-là, je ne vais pas y toucher. Et on va regarder ce qui se passe au niveau du 4e que j'ai dessiné à droite. Je rajoute ici la charge moins sur l'atome de bord et le contre-ion sodium présent pour l'électroneutralité. Lorsque la molécule d'eau intervient, il va y avoir une réaction acido-basique. L'oxygène qui est ici, dans la liaison bord-oxygène, c'est lui qui possède les électrons de cette liaison, puisqu'il est bien plus électronégatif que l'atome de bord. Il peut donc les utiliser, ces électrons, pour venir récupérer un des protons de la molécule H2O. Les électrons qui sont ici vont alors être utilisés pour attaquer en retour l'atome de bord. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a écrit sur l'étape précédente. Et à la fin de cet acte élémentaire, qui est de nature acido-basique, on va obtenir, pour la partie gauche, on n'y a pas touché, je remets les 3 fragments alkoxy. On a l'atome de bord, grâce à la flèche du haut, on le fait se lier à un fragment OH. Il porte toujours la charge moins. L'ion Na+ assure l'électroneutralité. Et concernant le fragment alkoxy de droite, il a récupéré un proton de molécule d'eau. Il s'est donc détaché en se transformant en alcool. Et donc, une fois qu'on a écrit ça une première fois, on s'aperçoit qu'il reste encore 3 fragments à faire réagir. Donc, comme tout à l'heure, ces réactions peuvent avoir lieu 3 fois de suite en faisant intervenir 3 molécules d'eau. Et on se retrouve à la fin avec 4 molécules d'alcool, plus l'ion sodium qu'on traîne depuis le début, et également l'espèce BOH 4 fois chargé moins, dont je vous ai dit tout à l'heure que la forme réelle n'est pas forcément celle-ci, elle est fonction du pH. Donc voici pour un premier mécanisme plus proche de la réalité. Donc, grâce à l'ion lithium+, on a mis en évidence l'activation électrophile de l'aldéhyde ou de l'acétone, ce qui permettait du coup la réaction avec BH4-. Les chimistes, lorsqu'ils ont découvert ça, ils se sont dit, si on ne met pas l'ion lithium+, est-ce qu'on peut avoir une réaction? Et là, ils se sont aperçus que oui, la réaction peut avoir lieu comme on le désire,
Par contre, il faut que le solvant soit obligatoirement un solvant protique. Et compte tenu de ce qu'on a dit un peu plus tôt dans la leçon, puisque BH4- est stable dans l'isopropanol et dans le méthanol à froid, eh bien on peut utiliser ces deux solvants pour ce type de réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise ce type de solvant? Pour illustrer ça, je vous propose de travailler avec l'exemple du méthanol. C'est un exemple assez courant. On peut même chauffer lorsqu'on travaille dans le méthanol. Il va y avoir une partie du tétrahydroborate qui va être détruit par transformation acido-basique, mais si le chauffage n'excède pas 1 ou 2 heures, on aura quand même la transformation souhaitée qui se réalise correctement. C'est-à-dire que la réaction entre BH4- et le méthanol, même à chaud, c'est une réaction qui reste lente. On a vu que l'activation électrophile était nécessaire. Ça ne change pas. Donc, la première chose à faire, c'est écrire cette activation électrophile. Et pour ça, j'espère que vous vous doutez que le côté protique du solvant va avoir un rôle à jouer. C'est pour ça que je l'ai écrit bien en évidence. Si on reprend encore une fois l'acétone de tout à l'heure, et qu'on prend une molécule de méthanol, il faudrait trouver entre ces deux molécules une interaction faisant intervenir le côté protique du méthanol qui permettrait du coup d'expliquer que l'oxygène perde un petit peu de densité électronique. Pour ça, on peut par exemple raisonner sur un truc élémentaire qu'on a déjà fait plein de fois, l'électronégativité, en mettant en évidence du coup la polarisation des liaisons. Dans la molécule de cétone, on est capable de dire que le carbone ici est chargé delta 1+, l'oxygène delta 1-. Dans la molécule de méthanol, on est capable de dire que la liaison OH est elle aussi polarisée. Je vais appeler ça delta 1' delta 1'-. Par conséquent, on peut avoir une association électrostatique particulière entre ces molécules, qui n'est nulle autre que la formation d'une liaison hydrogène et donc voici l'association qu'on obtient. Souvenez-vous bien que lorsqu'on écrit une liaison hydrogène, il faut que les 3 atomes engagés soient alignés, comme je le mets ici en évidence. Et si on essaye maintenant de comprendre ce qui se passe, eh bien l'hydrogène qui est ici, il va être porteur d'une charge partielle delta+. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On l'a appelé delta 1'+. Ça veut donc dire que par cette interaction, il va attirer le doublé non liant de l'oxygène vers lui. Ainsi, la densité électronique de l'oxygène dans l'acétone va diminuer, ce qui va du coup lui créer un manque, et ce manque, il va être compensé par une attraction plus forte des électrons de la liaison double carbone-oxygène. Donc là, ici, on va avoir un effet inductif attracteur vers l'oxygène. Et en vrai, du coup, c'est une liaison hydrogène. Par conséquent, cette première étape, comme tout à l'heure, elle va permettre d'augmenter la charge partielle positive sur l'atome de carbone fonctionnel. On va avoir au final, pour ce carbone, une charge que je vais appeler delta 2+, avec comme tout à l'heure, delta 2 strictement supérieur à delta 1. Ainsi, ce premier acte élémentaire peut être vu comme une activation électrophile. Une fois que l'activation a été réalisée, là c'est quasiment la seule différence avec le mécanisme qu'on a écrit juste avant avec le lithium. On va écrire le premier acte élémentaire et la suite, eh bien, ça en découlera. On utilise l'espèce sous sa forme activée. On va faire intervenir le tétrahydroborate de sodium.
Les ions hydrures présents dans le tétrahydroborate ont un caractère nucléophile. Ils vont pouvoir attaquer le carbone électrophile activé. Les électrons de la liaison pi entre le carbone et l'oxygène vont venir rattaquer en retour l'atome de bore et on va comme ça former le premier fragment alkoxy relié à l'atome de bore. Au cours de cette étape qui est du coup, comme tout à l'heure, une addition nucléophile, on obtient donc pour le substrat, vous voyez que l'hydrogène qui s'est ajouté va être ici. L'oxygène, par cette flèche-là, se lie à l'atome de bore, donc j'ai mis la liaison à cet endroit, et sur l'atome de bore, il reste 3 hydrogènes qui n'ont pas réagi, que je vais rajouter. Et lorsqu'on calcule la charge formelle d'un bore qui fait 4 liaisons chimiques, il est chargé négativement, et l'ion sodium est présent pour assurer l'électroneutralité. Comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce mécanisme-là, celui de la dernière ligne, il peut se réaliser plusieurs fois successives pour former au maximum un ion tétra-alkoxyborate. Donc là, ici, les petites flèches pour montrer que ça se passe plusieurs fois. On arrive au même tétra-alkoxyborate que pour le mécanisme précédent, et concernant l'hydrolyse, c'est la même chose. Concernant le dernier paragraphe à propos de la réduction des aldéhydes et des cétones, on va parler maintenant de sélectivité, plus particulièrement de stéréosélectivité. La première chose à analyser dans le mécanisme que nous venons d'écrire, c'est que la réaction qui se produit, c'est une addition nucléophile d'hydrure, qui va avoir lieu donc sur l'aldéhyde ou sur l'acétone. Concernant les additions nucléophiles, on en a déjà parlé dans la leçon C6L4, c'est la leçon qui porte sur les organomagnésiens mixtes. Et on avait dit notamment à ce moment-là un truc que je vais vous rappeler ici brièvement, c'est que lorsqu'on considère un aldéhyde ou une cétone, le carbone fonctionnel est trigonal plan. Si on décide de dessiner le plan perpendiculaire au plan de là ici du tableau, pour vous de votre feuille, eh bien, je vais mettre dans le plan la double liaison CO et également les liaisons avec les substituants, un qui va partir à l'arrière, l'autre à l'avant. On va les appeler R1 et R2. R1 et R2, leur nature varie suivant qu'on ait un aldéhyde ou une cétone. Et je vous avais dit que pour des raisons orbitalaires, c'est-à-dire qu'il faut intervenir la théorie des orbitales moléculaires, vous justifierez ça l'année prochaine dans le cours de PC, eh bien l'approche d'un nucléophile sur le carbone chargé delta+, ne se fait pas sous n'importe quel angle. Il y a deux possibilités de géométrie d'approche pour réaliser cette addition, soit en suivant cette flèche bleue et en passant par le bas du plan, c'est-à-dire en attaquant l'aldéhyde ou l'acétone par-dessous, ou alors le symétrique par rapport au plan. Bon alors là ici au tableau c'est pas forcément très clair que ce soit symétrique, mais du coup vous sur vos feuilles essayez de le faire avec les carreaux. Et donc ces flèches bleues correspondent aux géométries d'approche du nucléophile. Évidemment, ce que je dis là, vous pouvez le mettre en lien direct avec une théorie qu'on avait vue dans le cours de cinétique, la théorie des collisions. On avait vu que pour qu'il y ait un choc efficace, il faut que le choc soit géométriquement favorable. En l'occurrence, si le nucléophile approche en suivant la flèche bleue du bas ou alors celle du haut, la réaction peut avoir lieu, à condition bien sûr aussi qu'il y ait suffisamment d'énergie. En revanche, s'il rentre en collision avec l'aldéhyde ou l'acétone sous un autre angle d'approche, eh bien la transformation ne se fera pas. Cet angle particulier, on le mesure entre la double liaison CO et la flèche bleue, qu'elle soit en haut ou en bas. L'angle qui est en haut est égal à l'angle qui est en bas. On lui donne un nom
particulier, et on précise aussi sa valeur, on appelle ça l'angle de Burgi-Dunitz. Ou parfois on dit l'inverse, Dunitz-Burgi. Et en ce qui concerne sa valeur, elle est légèrement variable suivant l'aldéhyde ou l'acétone, mais comprise à peu près entre 105 et 107 degrés. Évidemment, l'addition dont il est question ici ne déroge pas à cette règle. Les hydrures vont devoir attaquer en suivant ces géométries, donc en passant soit d'un côté ou de l'autre par rapport à la face de l'aldéhyde ou de l'acétone. Pour illustrer maintenant cette approche particulière du nucléophile hydrure au niveau des aldéhydes et des cétones, on va prendre 3 exemples, avec une difficulté croissante. Si on considère tout d'abord cette première cétone, qui va être la butanone, et qu'on lui fait subir un traitement réducteur, avec le réactif qu'on a vu, donc premier temps, on met le tétrahydroborate de sodium dans le méthanol, et dans un second temps, on va réaliser l'hydrolyse, donc on rajoute de l'eau. Lors de cette transformation, eh bien, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 2 faces, face avant, face arrière pour l'acétone. Par conséquent, l'hydrure nucléophile peut se fixer en approchant soit par la face avant, et dans ce cas-là, la liaison pointe vers l'avant, ou alors il approche par la face arrière, et la liaison CH pointera vers l'arrière. Les 2 produits qu'on écrit sont donc les suivants. La liaison CH à l'avant, et dans ce cas-là, la liaison OH sera à l'arrière. L'autre éventualité est envisageable aussi. La liaison CH à l'arrière et la liaison OH à l'avant. On remarque que les 2 produits que l'on vient d'écrire contiennent un unique carbone asymétrique. Et de plus, le descripteur stéréochimique change entre l'un et l'autre. Ces 2 molécules sont donc des énantiomères. La question, c'est maintenant de se dire en termes de sélectivité. Y en a-t-il un qui est préférable sur l'autre? Pour ça, il faut revenir sur la condition d'approche en suivant soit la face avant ou alors l'approche par la face arrière. Lorsqu'on analyse cette cétone, eh bien, on remarque qu'à son voisinage immédiat, il n'y a pas de groupements encombrants qui vont favoriser l'approche soit par la face avant, soit par la face arrière. En d'autres termes, les 2 approches vont être équiprobables. Donc, je note comme habituellement AEP pour attaque équiprobable, 2BH4- sur les 2 faces de l'acétone. Puisque l'attaque est équiprobable, eh bien on va avoir 50% du premier produit qui va être formé, 50% du second produit. On a donc ici un mélange équimolaire de 2 énantiomères, donc un mélange qu'on va qualifier de racémique. Si on voulait maintenant prendre une cétone avec des faces encombrées de façon différente, eh bien, on va juste rajouter un fragment substituant. Ce fragment substituant doit être suffisamment proche du carbone fonctionnel. Donc, par exemple, porté par un carbone en alpha. Là, ici, je vais choisir de mettre un fragment très volumineux, le fragment tertiobutyle, pointant vers l'arrière au niveau du carbone en alpha. Si on fait la réduction de ce composé-là, en faisant les mêmes étapes, eh bien cette fois-ci, les 2 faces ne sont plus équiprobables. La face arrière est encombrée par le fragment tertiobutyle. Par conséquent, l'approche passant par cette face arrière va être défavorable. Du coup, l'approche par la face avant, comme je suis en train de la modéliser là avec mon stylo, va être privilégiée. Lorsque l'hydrure approche par la face avant, il se fixe vers l'avant, et donc on va obtenir un produit majoritaire avec l'hydrure à l'avant
ce qui va du coup mettre le fragment hydroxyle de l'alcool à l'arrière. Et concernant le tertiobutyle, on n'y touche pas, il reste vers l'arrière. Et on peut affirmer que ce produit est majoritaire parce que on a un encombrement lié au tertiobutyle. Un autre exemple maintenant un petit peu plus complexe. Donc ce dernier exemple, il fait intervenir la molécule de camphre. On avait déjà peut-être pris cet exemple dans la leçon C6L4 sur les organomagnésiens. Le camphre, voici cette molécule, on la dessine souvent sous cette forme-là en perspective cavalière. Là ici, je vous ai mis en bleu le cycle qui correspond à un cyclohexane, il y a 6 chaînons à l'intérieur, en conformation bateau. La conformation bateau étant maintenue en place à l'aide d'un deuxième cycle, passant ici par le petit pont représenté en noir. Si on veut mettre en évidence le fait que les deux faces de la cétone présente dans le camphre ne sont pas encombrées de façon identique, eh bien, je vais représenter ici la molécule en essayant de bien mettre en évidence surtout ce fragment CH3. Les deux géométries d'approche que proposent Burdi et Dunitz, c'est soit une géométrie d'approche avec ces pointillés bleus, avec l'angle ici du coup de 105-107 degrés, ou alors, deuxième géométrie d'approche, symétrique par rapport à la précédente, par rapport au plan contenant la fonction cétone. On s'aperçoit que la géométrie d'approche par le haut, elle croise le fragment CH3. Du coup, cette géométrie d'approche par le haut va être défavorisée. En revanche, par le bas, alors là ici, ne vous laissez pas avoir par la perspective, le fragment CH3 qui est ici, il pointe vers l'avant en perspective cavalière, et du coup, la trajectoire que j'ai fait en pointillé bleu en dessous va être favorable, en tout cas plus favorable que celle qu'on a représentée en haut. Donc, on va mettre ça en évidence. En rouge, en haut, trajectoire d'approche défavorable. Et donc, lorsqu'on fait la réduction du camphre par le tétrahydroborate de sodium, NaBH4, dans la publication que j'ai trouvée, la réaction, elle va avoir lieu dans le solvant isopropanol à 0 degré Celsius. Dans un deuxième temps, on réalise l'hydrolyse. On va obtenir deux produits. On va commencer par écrire le produit majoritaire. Donc l'approche par le haut est défavorable, ça veut donc dire que préférentiellement l'hydrogène approche par le bas, et puisqu'il approche par le bas, il se fixe par le bas. Donc préférentiellement l'hydrogène va être ici en bas, et l'hydroxyle vers le haut, alors que minoritairement, on va avoir l'hydrogène en haut et l'hydroxyle en bas. En ce qui concerne du coup les proportions, pour être tout à fait quantitatif, on s'aperçoit que le premier produit va être obtenu à hauteur de 86%, alors que évidemment le deuxième n'est obtenu qu'à hauteur de 14%. On a donc bien un produit majoritaire issu de l'approche la plus favorable du point de vue stérique. Pour terminer, si on devait caractériser la sélectivité de cette transformation, eh bien on s'aperçoit que dans les deux produits formés, il y a plusieurs carbones asymétriques. Parmi ces carbones asymétriques, il n'y a que celui qui porte la fonction OH qui voit sa configuration changer. Du coup, si on a plusieurs carbones asymétriques et que seule la configuration de l'un d'eux change, eh bien on peut dire que ces molécules sont des diastéréoisomères. On va l'écrire comme ça.
on peut même leur donner un nom un peu plus particulier. Des diastéréoisomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul centre asymétrique, on appelle ça des épimères. Et puisque l'un des deux diastéréoisomères est privilégié par rapport à l'autre, mais qu'il n'y a pas un ratio 100% contre 0, on va qualifier cette transformation de diastéréosélective. Et donc voilà, avec ce dernier exemple, on conclut le cours de chimie pour cette année. Félicitations si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo avant la fin du mois de juillet. C'est que vous avez fait preuve de beaucoup de volonté pour terminer ça.